Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Nous reprenons la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, qui est un ouvrage de géopolitique. Voilà. Alors, il écrit qu'il arrivera sûrement un moment où les Chinois, mécontents de la politique de leur pays et de leurs conditions sociales, s'uniront pour réclamer plus de démocratie, plus de liberté d'expression et un plus grand respect des droits de l'homme. Ça, c'est ce que Brzezinski dit et en fait, c'est ce qu'il espère. Mais il oublie qu'il pense, parce que souvent les Occidentaux, ils pensent que la démocratie dont il parle là, que c'est universel. Comme si les autres peuples n'ont pas eu une autre façon de se gérer depuis des siècles. Mais les Chinois là, est-ce que c'est leur système politique c'était la démocratie de type occidental? Ça n'a jamais été cela. La Chine n'a connu que des empires, qu'un empire. C'était un empire qui a eu différentes dynasties. C'était un empire qui a eu différentes dynasties. La dynastie Qin, la dynastie Yuan, qui était une dynastie d'origine mongole. La dynastie Ming, qui là, c'était des comment je vais dire ça, des Chinois même, c'est-à-dire ceux qui sont des Han. Parce que la majorité de la population est Han. Sur les 1 milliard 300 400 millions de Chinois, mais les Han seuls font près de 950 millions de personnes. Vous voyez? La dernière dynastie qui a régné et qui a disparu, qui a fait voir la République avec Sun Yat-sen, c'était la dynastie, une dynastie manchoue. C'était une dynastie manchoue. La dynastie des Qing. C'était comme ça. Ils pensent que tout le monde va se soumettre à leur système. Oh, la démocratie dont ils parlent là, c'est un leurre. Parce que c'est en fait, c'est un système d'oligarques. C'est un système oligarchique. C'est-à-dire ce sont les riches qui dominent. Mais il faut faire des votes. Et la population croit que c'est elle qui détient le pouvoir. Oh non. C'est cela. Elle va se révolter pour réclamer de meilleures conditions sociales. Mais il n'y a pas eu plus meilleures conditions sociales, une amélioration vertigineuse des conditions sociales des Chinois que ce que nous voyons. Un pays de gens pauvres. On a vu quand Mao a pris le pouvoir, à un moment donné, quand il a voulu améliorer la culture du riz, mais il y a eu des erreurs parce qu'il a fait tuer les moineaux. Ça a provoqué une famine qui a fait près d'1 million de morts. Les Chinois, pour tout ça, ne se sont pas révoltés. Non, ça, c'est ce que Brzezinski espère, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que le parti chinois, le parti communiste chinois domine. Mais en fait, il y a d'autres partis, mais qui sont minoritaires. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Alors, il dit que cela ne s'est pas produit lors des événements de la place Tiananmen en 1989. Mais la prochaine fois pourrait bien être la bonne. Depuis 1989, nous sommes maintenant en 2023. De quelle prochaine fois il parle? Parce que eux, les Occidentaux, ils craignant la puissance de la Chine, ils veulent susciter des révoltes. Ça a été le cas de Tiananmen où ce sont des étudiants qu'on a actionnés. Aujourd'hui, ils veulent actionner quoi? C'est dans le Xinjiang, ils veulent actionner l'action des Ouïghours. Parce que les Ouïghours, c'est une population d'origine turcophone. C'est une population d'origine turcophone et qui à majorité pratique la religion musulmane. Ils pensent pouvoir actionner les Ouïghours dans le Xinjiang pour provoquer des troubles. Mais ça ne marchera pas. Parce que ces troubles-là, en plus, qu'est-ce qu'on voit? Ils introduisent des espions dans l'espace chinois pour pouvoir provoquer des révoltes. Mais ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'il y a un espion états-unien, dont les Chinois se sont aperçus, ils l'ont éliminé physiquement. Voilà. Là, ils n'ont même pas cherché midi à 14h, ils l'ont éliminé physiquement. Voilà, c'est ça qui se passe. C'est pourquoi il est peu probable que la Chine puisse éviter de traverser une phase d'agitation politique. Et il ne parle pas des conditions, il ne parle pas des contradictions sociales, politiques et culturelles aux États-Unis. C'est pour les Chinois, ils voient. Étant donné l'étendue du pays, les différences régionales de plus en plus grandes et l'héritage d'environ 50 ans de dictature, une telle période pourrait engendrer des troubles tant sur le plan politique qu'économique. De quelle dictature il parle?
De quelle dictature il parle? Le peuple chinois est satisfait de la gestion du Parti communiste. Parce que le Parti communiste a fait en sorte que les Chinois se sont enrichis. Aujourd'hui, ils ont le plus grand nombre de milliardaires que tous les autres pays. Ils ont le plus grand nombre de milliardaires, les Chinois. Leurs conditions sociales et économiques s'est améliorées grandement. Voilà, c'est cela. Dans ce échiquier-là, il ne critique pas les États-Unis. Il ne fait que critiquer les autres. C'est un problème. Les dirigeants chinois eux-mêmes semblent s'attendre à des événements de cette importance si l'on en juge par les études internes du Parti communiste réalisées au début des années 90 qui prévoient la possibilité d'une forte agitation politique. Bon. Certains spécialistes de la Chine sont allés jusqu'à prédire que celle-ci pourrait entrer dans l'un de ces cycles historiques de morcellement interne, ce qui aurait pour effet de stopper net sa quête de grandeur. Or, la Chine, en fait, est devenue la première puissance économique. Souvent on dit non, c'est la première puissance économique, c'est les États-Unis, mais en réalité, non. Puisque les États-Unis sont endettés auprès de la Chine, les bons du trésor américain, les Chinois en ont acheté plus que tout le monde. Donc, les États-Unis sont endettés, mais auprès de l'État chinois. Donc, l'État chinois, en fait, est la première puissance économique du monde. C'est ça les faits. Bon. Mais cette grandeur continue. Et aujourd'hui, la géopolitique du moment, dans les relations entre les États-Unis et la Chine, qu'est-ce qu'on constate? Le nœud gorgien, c'est quoi? C'est Taïwan. Or, le principe d'une seule Chine, c'est cela, c'est admis. Et ça, les Chinois font en sorte que cela, on ne puisse pas tergiverser là-dessus. Le principe d'une Chine unique. Donc pour eux, Taïwan, c'est une province rebelle. Mais on sait que c'est le parti, le Kuomintang, qui, ayant perdu la guerre en 1949, est allé se réfugier avec Chiang Kai-shek sur cette île-là qu'on appelait l'île Formose. Voilà, ça a été comme ça. Voilà. Mais, comme on dit, la politique, c'est la juste appréciation des réalités. On a vu, au départ, c'était Taïwan qui était dans le Conseil de sécurité. Mais on a dû enlever Taïwan pour mettre la Chine populaire. Et De Gaulle, le général de Gaulle, par réel politique, a vu que non. Il devait plutôt avoir des relations avec la Chine populaire et c'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, les États-Unis viennent jouer les défenseurs de Taïwan. Bon, ils veulent se servir de Taïwan comme moyen d'affaiblir la Chine populaire. Mais s'il y a guerre là, ils pourront faire quoi? Les Américains, ils vont faire quoi? Ils vont venir se battre directement pour les Taïwanais? Je ne pense pas. Et puis les Taïwanais seront écrasés. Mais comme les Chinois, ce sont leurs frères, bon, donc ils font doucement. Comme on le voit aussi dans la guerre de l'Ukraine. Les Russes auraient pu écraser en quelques jours seulement l'armée ukrainienne, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce qu'après tout, c'est leurs frères. Ils partagent des relations historiques, culturelles, etc. Donc c'est ça. Alors il écrit, enfin une troisième raison incite à douter d'une montée en puissance de la Chine dans les 20 prochaines années, perceptible que certains Américains perçoivent dès à présent comme une menace. Présent ça comme une menace, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il parle des années 89. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. La Chine est devenue une grande puissance économique et financière. D'ailleurs, le Parti communiste, avec Xi Jinping, qui est son actuel président, ou secrétaire général, il a fait quoi? Il a lancé ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie, c'est un projet colossal avec des infrastructures qui lient la Chine à plusieurs pays, à travers des infrastructures routières, ferroviaires, etc. C'est ça. Voilà. Il dit en effet, même si la Chine échappe aux troubles politiques et même si elle parvient à maintenir pendant les 25 prochaines années son taux extraordinaire élevé de croissance économique, si d'une importance non négligeable. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là, si. Bon, ça veut dire quoi? Elle restera d'une certaine manière un pays très pauvre. Vous voyez, les prédictions de Brzezinski sont totalement fausses. Totalement fausses. Il est totalement passé à côté concernant la Chine.
Même si son PNB venait à tripler, sa population continuait à figurer parmi les nations du monde les plus pauvres en termes de revenus par habitant, sans compter l'indigence réelle dans laquelle vit une partie importante de sa population. Voilà. Ça, c'est du passé. La Chine est devenue puissante. Sa population a un niveau de vie très élevé. Donc, on voit ici que les prédictions de Brzezinski concernant la Chine sont totalement fausses. Quant au nombre de téléphones, de voitures, d'ordinateurs par habitant, sans parler de l'accès aux biens de communication courante, il serait très faible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le PNB des Chinois et le PIB est très élevé. Très élevé. Donc là, sur ce point-là, concernant la Chine, Brzezinski a tout faux. Il a tout faux. En résumé, il est fort probable que la Chine, d'ici 2020, vous voyez, dans le meilleur des cas, devienne une puissance globale. Mais c'est ce qu'elle est devenue une puissance, ça c'est vrai. Néanmoins, elle est en passe de devenir la puissance prédominante de la région de l'Asie méridionale. On voit un peu, il y a des contradictions dans ce que Brzezinski dit. Elle domine déjà le continent sur le plan géopolitique. Sa puissance militaire et économique étouffe ses proches voisins, à l'exception de l'Inde, bien sûr. C'est pourquoi il est naturel que la Chine continue à s'affirmer sur le plan régional, conformément aux raisons historiques, géographiques et économiques qu'on a exposées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de pays n'hésitent pas à faire leur commerce avec le yuan. Ah oui, même l'Arabie Saoudite a décidé de vendre son pétrole en yuan. Voilà. Donc, ceux qui connaissent des problèmes au niveau de leur puissance, c'est bien les États-Unis. De l'histoire de leur pays, les étudiants chinois savent que jusqu'en 1840, l'Empire de Chine exerçait son influence sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, jusqu'au détroit de Malacca, à la Birmanie, ainsi qu'au Bangladesh actuel et au Népal. Il englobait également certaines régions du Kazakhstan, toute la Mongolie et ce que l'on nomme aujourd'hui la province extrême orientale russe située au nord de l'embouchure du fleuve Amour. Bon, ils ont la Russie et puis la Chine ont une frontière à ce niveau-là. Mais en fait, concernant la Mongolie, il y a la Mongolie extérieure qui est une république indépendante. Maintenant, il y a la Mongolie intérieure qui fait partie de la Chine. Parce que toutes ces populations qui font partie de la République populaire de Chine, dans le langage local, ils appellent ça les nationalités. Mais en fait, c'est comme des ethnies. Il y a des Mongols chinois, il y a des Coréens chinois, etc. C'est comme ça. Mais les rangs sont les plus nombreux. Et c'est les rangs qui sont en fait les véritables Chinois. Enfin. Ce sont les rangs qu'on a appelés Chinois. Mais ils sont les plus nombreux. Voilà. C'est ça. Ces régions se trouvaient sous contrôle chinois ou payaient un tribut à la Chine. L'expansion coloniale, à l'époque, disons à l'empereur, c'est ce qu'il faut comprendre. L'expansion coloniale franco-britannique a évincé l'influence chinoise de l'Asie en sud-est du sud-est entre 1885 et 1895. C'est ce qu'on a vu avec la guerre de l'opium, avec les traités inégaux, etc. C'est ça. Tandis que deux traités imposés par la Russie en 1858 et 1864 ont entraîné des pertes de territoire. Bon, là, il ne parle pas des traités inégaux que les pays de l'Ouest sont venus imposer à la Chine, tels que la France, l'Angleterre, le Portugal, les États-Unis, etc. Voilà. Puis en 1895, suite à la guerre sino-japonaise, la Chine a perdu Taïwan. Bon, après, elle va retrouver Taïwan. Voilà, c'est ça. On peut parier que la Chine, pour des raisons historiques, géographiques, culturelles, revendiquera certainement avec force la réunification de cette île avec le continent. Mais c'est ce qui se passe présentement. Voilà, c'est ce qui se passe présentement. Et chaque jour que Dieu fait, les avions chinois survolent l'île de Taïwan. Chaque jour que Dieu fait. Bon, on a vu Madame Pelosi, qui était alors la porte-parole du Parlement américain, aller là-bas pour dire qu'elle apporte le soutien des États-Unis à Taïwan, etc. Bon, c'est de la provocation en fait. C'est de la provocation des États-Unis. Voilà. C'est de la provocation. De ce commentaire que je fais, on peut dire que je suis contre les États-Unis. Je ne suis pas contre les États-Unis, mais c'est le constat que j'ai fait. C'est de la provocation. Est-ce que les Américains, ils accepteraient qu'un de leurs États, dans la cinquantaine d'États, un de leurs États devienne un État rebelle à la Constitution américaine et qu'un autre pays vienne
le soutenir dans cette rébellion. Et même il n'accepterait pas. Oh, cette parole-là ne fait pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et il écrit une réunification pacifique fondée sur le principe une nation, plusieurs systèmes, variant du slogan de Deng Xiaoping en 1984, un pays, deux systèmes. C'est ce qu'on a vu avec la Chine et puis Hong Kong. Hong Kong, mais c'est ça. Mais on veut faire croire que la Chine, le gouvernement chinois n'a pas respecté ce principe de une nation, plusieurs systèmes. Il a respecté à Hong Kong, il y a des élections, etc. Mais on actionne toujours des gens au plan local pour qu'ils se rebellent contre le gouvernement central de Chine. À Hong Kong, les gens, ils continuent de faire leurs affaires. Hong Kong continue d'être une place économique importante. Voilà, c'était comme ça. Alors, c'était l'extraterritorialité que l'Angleterre a mis en place à Hong Kong. Est-ce que quand les Anglais dominaient Hong Kong, est-ce que les Chinois étaient satisfaits de tout ce qu'ils faisaient? Pas du tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour séduire Taïwan, et les États-Unis ne s'y opposeraient pas à partir du moment où la Chine serait parvenue à maintenir sa croissance économique à son niveau actuel et aurait entrepris des réformes importantes en vue de la démocratisation. La démocratisation dont il parle, c'est quoi? Ce n'est pas plusieurs partis avec des élections. Mais il y a plusieurs partis en Chine avec des élections. Il y a plusieurs partis en Chine avec des élections, mais seulement le parti communiste domine, c'est tout. C'est comme au Japon. Il y a plusieurs partis, mais il y a un parti qui domine. Depuis 1945, c'est un parti qui domine et qui a toujours formé le gouvernement au Japon. Là, ils ne parlent pas de ça parce que le Japon fait partie de leurs alliés stratégiques. Voilà, c'est ça. Dans le cas contraire, la Chine, même si elle exerçait une domination régionale, ne disposerait toujours pas de moyens militaires suffisants pour imposer sa volonté, en particulier en cas d'opposition américaine. Or, c'est là où ils se trompent. Les Chinois ont développé des armements puissants. Ils détiennent des missiles même qui peuvent détruire des satellites. Et même ils l'ont fait. Ils ont fait exprès, ils ont détruit un de leurs satellites qu'ils ont prétendu être obsolète, comme la Russie aussi l'a fait en son temps. Pour dire aux Américains que nous pouvons détruire vos satellites pour rendre la guerre que vous faites difficile. Parce que vous ne pouvez pas faire de guerre sans satellite. Voilà, donc c'est ça. Donc là aussi, à ce niveau-là, ils se trompent. La Chine peut mobiliser jusqu'à 10 millions de combattants. Aucun pays, à part la Chine, ne peut faire ça. Bon, peut-être le pays qui peut faire cela, après la Chine, c'est l'Inde. Mais la Chine peut mobiliser jusqu'à 10 millions de combattants. Il y a au moins 2 à 3 millions dans l'armée régulière, mais ils peuvent mobiliser des forces complémentaires jusqu'à 10 millions de combattants. Vous voyez, donc c'est ça. Donc la Chine est une puissance militaire. Toutes les prédictions de Zelensky se sont révélées fausses ici. Dès lors, la question de Taïwan continuerait à attiser le nationalisme chinois et à nuire aux relations sino-américaines. Bon, en quoi est-ce que les Américains sont concernés? C'est une affaire sino-chinoise. C'est une affaire interne des Chinois. Bon, et ils sont concernés en quoi? Parce qu'ils ont une politique impérialiste. D'ailleurs, dernièrement, on a vu le président Biden, il a fait une visite officielle au Mexique. Mais qu'est-ce que lui a dit le président du Mexique? Il a dit, mais nous en avons marre de la condescendance de vous les Américains. Il faut que vous nous respectiez. C'est ce que le président mexicain qui recevait Biden a dit. Là, il n'a même pas pris de gants, il lui a dit ça vertement. Il dit, il faut que vous respectiez les pays de l'Amérique du Sud. Et puis, il faut que vous respectez les pays de l'Amérique latine, et il faut que vous respectez aussi les pays des Caraïbes. Il lui a dit ça vertement. Mais parce que la puissance américaine, ce n'est plus ça. La politique de Monroe, la doctrine de Monroe, où les Américains disent l'Amérique aux Américains avec la domination des États-Unis. Aujourd'hui, le gouvernement américain a du mal à mettre ça en pratique parce que beaucoup de pays de l'Amérique latine sont devenus puissants. Comment on appelle ça? L'Argentine est une puissance économique. Le Brésil est une puissance économique. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est cela. C'est également un facteur géographique déterminant qui pousse la Chine à rechercher une alliance avec le Pakistan et à établir un système militaire en Birmanie. Mais justement, en Birmanie, qu'on appelle le Myanmar, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent imposer un pro-occidental
à la tête du pays, comme on l'a vu avec Mme Aung San Suu Kyi. Mais les militaires l'ont mis en prison, les nationalistes militaires l'ont mis en prison parce que eux, pour eux, ce n'est qu'un agent de l'Occident, Mme Aung San Suu Kyi. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'ils perçoivent la chose d'ailleurs. D'ailleurs, elle a passé plusieurs années en exil en Occident. D'ailleurs, je crois que son mari aussi était un Italien ou enfin un Occidental. Donc c'est cela. En effet, l'étroite coopération militaire avec le Pakistan ajoute au dilemme auquel l'Inde se trouve confrontée en matière de sécurité et restreint les capacités de cette dernière à conquérir l'hégémonie de l'Asie du Sud et à s'imposer comme le rival géopolitique de la Chine. Le problème des Américains, encore, comme je le dis, ils voient les relations géopolitiques comme toujours des relations conflictuelles, des relations de compétition. Or non, ce n'est pas forcément ça. Bon, pour le cas particulier de l'Inde et du Pakistan, ça on a vu, parce qu'au moment de l'indépendance en 1949, oui, je crois que c'est en 1949 ou en 1947, mais il y a eu une scission. Il y a eu une scission. On a vu que le Pakistan, qui faisait partie de l'empire anglo en Inde, anglais en Inde, le Pakistan s'est détaché et a donné une autre république. Et puis par la suite, on a vu la partie orientale du Pakistan se détacher pour donner le Bangladesh. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà. Et d'ailleurs, on voit, il y a un soutien. Hein, le gouvernement indien, pardon, le gouvernement chinois soutient l'armée au pouvoir en Birmanie, dans le Myanmar. Donc c'est ça. Donc c'est ça. D'ailleurs, les Asiatiques, tous ceux qui sont asiatiques commencent à se mettre ensemble, hein, pour ne pas subir l'hégémonie des États-Unis. Voilà, c'est ce qui se passe. Bon, maintenant, il parle ici des relations entre la Chine et puis la Corée. Hein, on dit la Chine voulait une Corée unie. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que dans la guerre de Corée, les États-Unis ont eu un mandat de l'ONU pour défendre la Corée du Sud. Et ainsi, l'unification de la Corée n'a pas pu se faire. Alors, il dit tout au moins la Chine exigerait que la Corée réunifiée constitue un État tampon non aligné entre elle et le Japon, dans l'espoir que l'unanimité historique de la Corée contre le Japon conduirait... Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Oui, docteur, comment ça va? Bonjour. Ouais, il faut me parler vite parce que je suis en train de faire ma vidéo là. Ouais, on dit quoi? J'étais au département tout à l'heure. Ouais, j'étais là, j'étais au département. Je viens à peine de rentrer à la maison. Ah, c'est vendredi que c'est sûr. Parce que vendredi, je préside une soutenance de thèse. Ok. Donc, on se voit vendredi. Merci bien. Bonne journée à toi. Bon, excusez-moi, hein, cher auditeur, mais c'est important. C'est dans le cadre du travail, c'est un de mes assistants, le docteur Ayemou, qui m'a appelé. Voilà. Alors, donc, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, il y a de nombreux problèmes en ce qui concerne l'Asie. La relation de la Chine avec la Corée, la relation de la Chine avec le Japon, la relation de la Chine avec l'Inde, la relation de la Chine avec le Pakistan et surtout la relation de la Chine avec le Japon et encore avec les États-Unis. Parce que les États-Unis veulent agir comme une puissance asiatique. Ah oui, parce qu'elle a encore des bases, la base d'Okinawa, la base militaire d'Okinawa des États-Unis est encore au Japon. Oui, c'est ça. Sans compter l'île d'Hawaï où elle est encore, où les États-Unis en fait sont encore. Donc voilà un peu le problème. Voilà. Il dit que c'est pour des raisons identiques que la Chine commence à manifester un fort intérêt pour l'indépendance des États d'Asie centrale riches en énergie. En avril 1996, la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan ont signé un accord portant sur les frontières communes et la sécurité. Mais c'est ça justement. Par ailleurs, lors de la visite du président Jiang Zemin au Kazakhstan en juillet 1996, les Kazakhs ont évoqué la position de la Chine, rappelant que cette dernière avait donné l'assurance
de son soutien aux efforts déployés par le Kazakhstan afin de défendre son indépendance, sa souveraineté, son intégrité territoriale. Mais ça, la Russie a respecté cela. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? On a introduit des prétendus djihadistes qui n'étaient que des terroristes, hein, en Tchétchénie. Or, la Tchétchénie est un État qui fait partie de la Fédération de Russie. Et pour que la Russie parvienne à éliminer ces criminels de terroristes qui se disent djihadistes en Tchétchénie, ça a été un prix très lourd à payer. C'est ce qui s'est passé. Oui. Alors, ce sont également des facteurs historiques et économiques qui ont poussé la Chine, plus puissante sur le plan régional, à porter de plus en plus d'intérêt à la province extrême-orientale de la Russie. Pour la première fois depuis que la Chine et la Russie ont une frontière commune, la Chine est en position de force, tant sur le plan économique que politique. Ah oui, mais c'est ça. Mais, en tout cas, jusqu'à présent, par rapport à la menace états-unienne, la coopération entre la Chine et la Russie se passe très bien. Hein? Avec les embargos qu'on voit aujourd'hui contre la Russie, mais pratiquement le carburant, je peux dire, le pétrole, les hydrocarbures que la Russie produit, mais la Chine en achète une grande partie. La Chine en achète une grande partie. Voilà. Donc, voilà un peu la situation. Bon, je suis à 26 minutes. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, comment je vais titrer cette vidéo? C'est les erreurs de prédiction de Brzezinski concernant la Chine. Voilà. Il est passé totalement à côté. Parce que la Chine est devenue, moi je dis aujourd'hui, la plus grande puissance économique mondiale. Et elle est aussi une puissance militaire. On ne peut pas nier ça. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc c'était un pan de l'ouvrage de Brzezinski, le grand échiquier que je viens de présenter. Il parlait surtout il faisait surtout des prédictions, des projections sur la Chine et là il s'est trompé. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.